Au Ghana, une association de la société civile porte plainte contre l'État et sa politique d'expulsion des orpailleurs étrangers. Elle estime une discrimination à l'égard de ces orpailleurs exerçant illégalement sur le sol ghanéen. Des détails à retrouver dans cette édition. Le président de transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a signé un décret ce week-end pour doter le pays d'un nouvel organe électoral, la Direction générale des élections, la DGE, qui remplace la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Une plainte a été déposée contre le gouvernement pour dénoncer les expulsions des ressortissants étrangers impliqués dans l'orpaillage illégal. Elle a été par une organisation de la société civile qui estime que la politique adoptée en avril par les autorités permet aux orpailleurs étrangers majoritairement chinois d'échapper à la justice ghanéenne. Un deux poids, deux mesures de plus en plus critiqué au Ghana. L'expulsion des ressortissants étrangers arrêtés pour s'être livrés à des activités minières illégales sans faire l'objet de poursuites constitue une violation de la loi en vigueur. C'est par cette revendication que débute la plainte déposée ce lundi par l'organisation de société civile Démocratie Hub. L'objectif contester la politique adoptée en avril par les autorités. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les ressortissants chinois impliqués ont pu compromettre notre système judiciaire en corrompant des officiers de police et des juges. Si telle est la situation, il nous faut réformer notre système de justice criminelle au lieu d'opter pour l'expulsion de ces ressortissants étrangers, selon Olivier Barker. Vormawor, l'avocat à l'origine de cette action. Il craint également que seuls les ressortissants chinois soient en réalité visés par ces expulsions afin de leur permettre d'échapper à la justice ghanéenne. Nous pensons que les citoyens de la CEDEAO qui ont été impliqués n'ont pas été expulsés et continuent d'être jugés. Cela soulève de sérieuses inquiétudes sur le fait que cette directive, en expulsant seulement les ressortissants chinois, vise à ne pas déranger les relations avec la Chine, ajoute-t-il ainsi. Le Démocratie Hub demande la publication des accords éventuels passés avec la Chine, la liste complète des étrangers expulsés et la preuve que ces orpailleurs sont bel et bien jugés dans leur pays d'origine. La Guinée se dote d'un nouvel organe électoral, la Direction générale des élections, la DGE. Cette instance a été créée ce week-end par décret du président de transition Mamadi Doumbouya. La DGE remplace la Commission électorale nationale indépendante CENI et devient officiellement l'organe chargé d'organiser les élections politiques et des référendums sur l'ensemble du territoire. Mais ce nouvel instrument, placé sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale, est déjà accusé par l'opposition d'être un verrou militaire servant à maintenir le général putschiste à la tête du pays. Comme d'habitude, le décret créant la Direction générale des élections a été entièrement lu à la télévision juste après celui promulguant la loi pour la tenue du référendum constitutionnel prévu en septembre et celui faisant du ministère de l'administration territoriale le seul habilité à organiser des scrutins dans le pays. La nouvelle DGE est donc sous tutelle du gouvernement, mais son directeur, son adjoint ainsi que tous les directeurs régionaux, préfectoraux et communaux sont directement nommés par le chef de l'État. Le nouvel organe remplace la Commission électorale nationale indépendante dont la fiabilité a toujours été remise en cause tant les pressions politiques de toutes parts étaient importantes. Cette DGE va recréer la confiance entre le peuple et l'État, estime le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Pour le porte-parole du gouvernement, la transition vers cette nouvelle instance est nécessaire pour des scrutins réussis. Mais pour les partis d'opposition, notamment l'UFDG et son chargé de communication Souleymane Souza Konaté, la DGE est un verrou militaire sur le processus électoral permettant au président Mamadi Doumbouya de confisquer le pouvoir. Dr Faya Miloumono, le président du parti d'opposition de Bloc libéral, y voit une porte ouverte à la fraude électorale.
Au Kenya, nouvelle révélation dans l'affaire de la mort d'Albert Ojwang. Cet enseignant et blogueur est décédé en détention il y a une semaine. Il avait été arrêté après avoir accusé de corruption sur les réseaux sociaux le chef adjoint de la police nationale, Eliud Kipchoge-Lagat, qui a annoncé ce 16 juin 2025 se mettre en retrait le temps de l'enquête. D'après la police, Albert Ojwang s'est suicidé dans sa cellule, ce que l'autopsie conteste. Les officiers assurent avoir immédiatement porté secours à l'intéressé. Une version contredite par la vidéosurveillance d'un hôpital. La vidéo montre l'entrée et le parking de l'hôpital de référence Mbagati à Nairobi, capitale du Kenya. On y voit la voiture de police dans laquelle se trouve Albert Ojwang se garer vers 1h35 du matin le 8 juin. Ce n'est qu'à 2h qu'Albert Ojwang est admis au service des urgences. Il souffre pourtant de graves blessures à la tête. Que se passe-t-il pendant ces 30 minutes? La vidéo montre les policiers descendre de la voiture, parler longtemps sur le parking, recevoir un coup de fil avant de finalement sortir Albert Ojwang du véhicule. Son corps est déjà inerte. Le rapport de l'hôpital ne laisse aucun doute. Le patient est arrivé mort. Les deux infirmières qui l'ont rédigé stipulent que sa tête et son visage étaient enflés. Du sang sortait par l'arrière du crâne, les yeux et la bouche. Ces images contredisent donc les explications de la police. Devant le Sénat, la semaine précédente, son inspecteur général assurait encore qu'Albert Ojwang avait été transporté en urgence à l'hôpital par ses officiers. Dans son rapport, la police avait affirmé que la victime s'était suicidée en se frappant la tête contre les murs, ce qu'a démenti l'autopsie pratiquée le 10 juin, assurant que ses blessures provenaient d'un tierce. Depuis le 13 juin, 3 arrestations ont été faites dans le cadre de cette affaire. 2 policiers, dont le commandant du poste où était détenu Albert Ojwang, était qu'un technicien soupçonné d'avoir effacé les vidéos du commissariat. L'inspecteur général adjoint de la police nationale, Eliud Kipchoge-Lagat, vient de se mettre en retrait le temps de l'enquête. Le numéro 2 de la police vient de l'annoncer par communiqué. Il affirme avoir pris cette décision en toute bonne conscience et au regard de l'enquête en cours concernant l'incident malheureux de la mort d'Albert Ojwang. Peut-on lire dans le document? Il s'est ensuite engagé à coopérer avec les enquêteurs. Depuis la mort d'Albert Ojwang, dans des conditions suspectes, les appels se multipliaient pour demander la démission du chef adjoint de la police. Sa mise en retrait ne suffit pas pour la Commission kenyane des droits humains. Selon elle, Eliud Lagat était suspect principal dans le meurtre d'Albert Ojwang et devrait quitter définitivement son poste, être arrêté et poursuivi. Albert Ojwang a été arrêté après avoir été relié à un compte sur X qui avait publié plusieurs tweets citant le chef adjoint de la police dans des affaires de corruption. Une publication accusait par exemple Eliud Lagat d'avoir placé des officiers qui lui étaient loyaux à des postes de contrôle de flux financiers. Une autre lui attribuait le titre de police mafieuse, dénonçant qu'il était dans le viseur de l'agence de lutte contre la corruption après avoir acheté une propriété à plus de 2 millions de dollars à Dubaï. C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire judiciaire britannique. Dans les années 2000 et 2010, à travers l'Angleterre, au moins 4000 jeunes filles sont tombées aux mains des réseaux d'exploitation sexuelle. De jeunes filles souvent en situation précaire ou placées dans des foyers. Des dizaines de villes anglaises ont été concernées, mais les autorités ont fermé les yeux par peur d'être taxées de racisme. Les suspects étant majoritairement issus de la diaspora pakistanaise. À l'époque, le procureur général n'était autre que le Premier ministre actuel, Keir Starmer, qui a demandé en début d'année un audit sur ces réseaux criminels. Au moins 1000 victimes ont vu leur plainte pour exploitation sexuelle sur mineurs classées prématurément. Ces affaires vont être réouvertes sur recommandation d'un rapport commandé par le gouvernement. Les conclusions sont accablantes. Le rapport montre un échec persistant à protéger les jeunes filles, les adolescentes du viol, de l'exploitation sexuelle et de la violence, indique Yvette Cooper, ministre de l'Intérieur. Les autorités ont réagi de manière trop parcellaire, n'ont pas dévoilé assez d'informations, se sont appuyées sur des statistiques erronées. Il y a trop de reniements et pas assez de justice. Trop de criminels qui s'en sont sortis et trop de victimes abandonnées. La ministre présente des excuses sans équivoque aux victimes et annonce une enquête publique pour examiner les échecs de l'État. Il est accusé d'avoir minimisé les déclarations des victimes ou renoncé à avertir le public par crainte d'attisser des tensions interraciales, les hommes d'origine pakistanaise étant surreprésentés parmi les suspects.
Le scandale le plus retentissant est celui d'Oroteram, ville où près de 1500 mineurs ont été drogués, violés et sexuellement exploités par l'un de ces gangs pendant 16 ans, entre 1997 et 2013. Plus d'une centaine d'hommes ont été condamnés et les victimes sont estimées à plusieurs milliers. Le rapport émet une douzaine de recommandations, toutes acceptées par le gouvernement, qui a pourtant longtemps renoncé à rouvrir ce dossier. Parmi les annonces, tout rapport sexuel entre un adulte et un mineur de moins de 16 ans sera considéré comme un viol. Ce n'est pas automatiquement aujourd'hui. Et l'ethnicité des suspects devra être enregistrée pour mieux prévenir les nouvelles affaires et éviter la désinformation. Au moins 14 personnes, dont un Américain, ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi à Kiev lors d'une attaque russe. C'est l'une des attaques au bilan le plus lourd depuis le début de la guerre en Ukraine. 27 sites dans différents districts de la capitale ont été la cible des tirs ennemis cette nuit. Parmi eux se trouvent des immeubles résidentiels, des établissements éducatifs et des infrastructures critiques, a déclaré Igor Klemensko, ministre de l'Intérieur ukrainien. Lors de cette attaque russe, l'une des plus meurtrières depuis le début de la guerre en Ukraine, au moins 14 personnes sont mortes. Dans le district de Solomiensky, un citoyen américain de 62 ans est décédé dans une maison située en face de l'endroit où les médecins portaient assistance aux blessés, a précisé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, mardi sur Telegram. Au début de la nuit, il avait averti que des drones ennemis se dirigeaient vers la ville depuis 3 directions, demandant aux habitants de ne pas quitter leur abri. Kiev a subi l'une des pires attaques russes avec plus de 440 drones et 32 missiles, a dénoncé Zelensky sur X, affirmant que plusieurs autres régions du pays, en plus de celle de la capitale, avaient été visées. La ville portière d'Odessa a également été touchée. 13 personnes ont été hospitalisées. Des gens pourraient être piégés sous des décombres, a déclaré le gouverneur de la ville du sud de l'Ukraine, Oleg Kiper. La Russie poursuit sa guerre contre les civils, a dénoncé le chef du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, sur Telegram. Cette attaque intervient alors qu'entre les deux belligérants, les discussions sont au point mort. Les deux camps campent sur des positions très éloignées. Moscou a rejeté la trêve inconditionnelle voulue par Kiev et les Européens, tandis que l'Ukraine a qualifié d'ultimatum les demandes russes. Après l'attaque, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a regretté l'absence de réaction adéquate du monde civilisé. Un État doté de l'arme nucléaire peut simplement tuer des civils dans des immeubles, refuser un cessez-le-feu et ne pas recevoir la réaction adéquate du monde civilisé. Pourquoi et combien de citoyens et d'enfants doivent encore mourir, a écrit Yermak sur Telegram. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.